Bonjour et bienvenue pour cette 31e émission des Clés de la rénovation qui a pour thème l'énergie de nos déplacements. Pour aborder cette question, deux experts nous accompagneront pendant toute l'émission. Lorelai Limousin, responsable des politiques transport climat au réseau Action Climat France. Bonjour. Bonjour. Lorelai qui est, cela va sans dire, venu en vélo. Et François Soubéran, chargé de mission collectivité et territoire à l'agence Écomobilité de Chambéry. Bonjour. Bonjour. Et donc, tu es venu spécialement de Chambéry en train. C'est ça. Évidemment. Merci beaucoup. Donc, ils vont répondre à vos questions, celles que vous nous avez déjà envoyées et celles que vous pouvez nous envoyer en direct en complétant le formulaire sur notre site www.clérénov.org ou sur Twitter avec le mot dièse Clérénov. Alors, pour commencer cette émission, peut-être quelques éléments de contexte puisque on va parler des déplacements, des transports. Mais pourquoi on s'intéressera à l'impact de nos déplacements ? Finalement, quelle est aujourd'hui la consommation de ce secteur en France ? Est-ce qu'on a des ordres de grandeur sur le sujet ? Alors effectivement, on peut donner quelques ordres de grandeur en termes de consommation. On sait que la contribution du transport est de l'ordre d'un peu plus d'une trentaine de pourcents. Et en termes d'émissions, un peu plus de 25%. Donc tout déplacement confondu, donc marchandises et personnes. Et donc les enjeux principaux des déplacements, c'est effectivement cette première approche environnementale qui qui met en avant les problèmes notamment de pollution. Il y a des enjeux économiques sur ce que coûte à chacun la voiture, mais aussi ce que coûte à la collectivité en termes d'aménagement notamment. On l'abordera par la suite, mais on peut déjà aborder le chiffre de 500 € par mois pour un particulier pour le coût de la voiture. Donc ça, c'est le coût mensuel d'une voiture pour un particulier ? Voilà, qui concerne donc, qui comprend, donc c'est des chiffres de l'Automobile Club de France, qui concernent l'amortissement de la voiture, donc l'achat en tant que tel de la voiture, les frais d'assurance, les frais de réparation et bien sûr les frais de carburant et de péage qu'on a tendance à considérer comme unique dépense de la voiture. Oui, tout à fait. Et la part de la voiture individuelle est assez importante puisqu'elle représente quelle part à peu près ? Oui, alors sur le total, on a entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre françaises qui sont dues au transport, tout transport confondu, et la moitié de ce total est due à la voiture individuelle, principalement dans nos déplacements quotidiens, domicile, travail, voilà. Et à partir de là, pourquoi on devrait agir sur cette marge de manœuvre ? Parce que finalement, la question des transports, évidemment, les transports émettent des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a des impacts indirects de ces émissions. Pourquoi on devrait s'en soucier en tant que citoyen ? Peut-être François ? Alors il y a, comme on vient de l'évoquer, l'enjeu écologique, l'enjeu sur l'environnement et sur finalement le cadre de vie. C'est un des enjeux. Une personne, si tout le monde covoiturait une fois par semaine, c'est 20% de véhicules en moins sur les routes. Donc c'est de fait un potentiel de gestion autre de la voirie et donc de l'espace public de ce point de vue-là. Et enfin, il y a un enjeu. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu social, puisque on sait que sur les territoires, notamment peu denses, périurbains ou ruraux, le taux de motorisation est important et on a souvent des ménages qui ont 2 véhicules, donc une pression financière sur les déplacements importante et donc une possible précarité énergétique. Pardon. Et enfin, le dernier enjeu, c'est un enjeu de santé. On sait que, selon les préconisations de l'OMS, d'effectuer 30 minutes d'activité physique par jour, la mobilité est un bon moyen d'atteindre ce chiffre individuellement en prenant son vélo ou en allant à pied à l'école, par exemple.
Et puis il y a un enjeu de santé publique sur la pollution de l'air en plus. Voilà. Oui, exactement. Aujourd'hui, le trafic routier, c'est l'une des causes majeures des émissions d'oxyde d'azote et de particules fines. Donc ces gaz et ces particules qui participent à la pollution de l'air. Et on sait que la pollution de l'air a un coût humain très important parce qu'elle cause le décès prématuré de 48 000 personnes chaque année en France. Ça fait plus de 130 personnes par jour. Ça varie évidemment des milieux très denses comme Paris ou les grandes métropoles, aux milieux moins denses comme la campagne, mais tout le monde est concerné par la pollution de l'air qui est chronique en France. Et par ailleurs, ça a aussi un coût économique important, c'est environ 100 milliards d'euros qui sont assumés par la collectivité tout entière chaque année à cause de la pollution de l'air. Des coûts engendrés sur la maladie, enfin sur les assurances maladie, la sécurité sociale, etc. Et on voit bien que finalement agir sur la place de la voiture et sur les émissions des transports est un enjeu fondamental. Maintenant qu'on a un petit peu balayé ces enjeux-là, il faut voir aussi comment on se déplace en France aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore finalement faire reculer la place de la voiture ? Quelle est finalement la marge de manœuvre qu'on a sur ce point ? Alors, il y a un potentiel qui est énorme, en fait, parce que tout à l'heure, je disais, il y a la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'usage de la voiture individuelle. Et quand on regarde pour quel déplacement est utilisée la voiture, la moitié des déplacements, des trajets automobiles aujourd'hui effectués en France font moins de 3 km. Donc, c'est une distance qui peut tout à fait être réalisée autrement, par une grande majorité de personnes. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça montre le potentiel du vélo, des transports en commun, de la marche à pied, etc. On voit aussi que les voitures, aujourd'hui, elles sont... Enfin, c'est pas une... Bref, quand on regarde les routes devant chez soi et qu'on voit que dans le bouchon, chaque voiture est occupée par une personne, voire deux, c'est vraiment la réalité. En moyenne, une voiture est occupée par 1,4 personnes. Et c'est 1,07 personnes dans le cadre des déplacements de domicile-travail. Donc il y a là un gros potentiel de covoiturage. Donc voilà, il y a du potentiel au niveau des différentes alternatives. Est-ce que peut-être ça varie en fonction Voilà, des pour endroits ? compléter, effectivement, on peut dire que globalement, statistiquement, dans tout type de territoire en France, que ce soit des territoires urbains, très urbains ou des zones périurbaines ou rurales, on a toujours à peu près le même nombre de déplacements par jour, qui est de l'ordre entre 3,5 et 5 déplacements, 5 déplacements et demi. Donc l'ordre de grandeur est toujours un peu le même. Par contre, la contribution de chaque déplacement, selon si on est en milieu très urbain, va être, par exemple, sur le cœur de Chambéry, le cœur de ville de Chambéry, de l'ordre de 11-12 km, alors que sur la zone périphérique et rurale, on a atteint 29 ou 30 km. Donc la contribution en termes de kilomètres parcourus va être du coup très différente, et les contributions en termes d'émissions aussi. Et si je peux compléter peut-être sur la répartition modale, c'est donc les différentes façons dont les gens se déplacent, par quel mode de transport. On voit que la voiture est donc utilisée dans la majorité c'est 2/3 par exemple des déplacements quotidiens domicile-travail, alors que le vélo est utilisé dans 2 à 3% des déplacements domicile-travail en France. Et c'est des taux qui varient vraiment d'un territoire à l'autre. C'est-à-dire que dans les grandes agglomérations, en France, on observe que la part de la voiture est en train de descendre en dessous de la barre des 50%. Donc c'est assez encourageant. Et que par exemple le vélo, la marche à pied sont en train de monter. Alors que dans les milieux ruraux, la part de la voiture, c'est évidemment au-delà de 80%, et dans les villes moyennes, c'est souvent autour de 70%. Et quand on regarde chez les pays voisins, on voit que voilà, pour des mêmes distances, voire de plus longues distances, les modes de type actif, comme le vélo, sont bien plus utilisés. Aujourd'hui, je parlais de 2 à 3% en France. Aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark, c'est 10 fois plus, environ 30% dans la majorité dans un grand nombre de villes. Donc voilà, ça montre aussi le potentiel à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et maintenant, quelle est la réponse finalement qu'on peut apporter, comment en tant que citoyen, quelles solutions on a à disposition pour changer un peu ces pratiques ? On entend souvent parler d'écomobilité, on a entendu parler de vélo, on a entendu parler de voitures partagées. Est-ce que l'écomobilité, est-ce que ça recouvre tout ça finalement ?
C'est effectivement la définition de l'écomobilité globalement, c'est la mise en œuvre d'une politique qui va dans le sens d'alternatives de déplacement, la mise en œuvre d'alternatives de déplacement. Donc ça concerne effectivement les modes actifs que sont la marche à pied et le vélo notamment. On entend aussi aujourd'hui beaucoup parler de trottinettes ou ce genre de choses, donc qu'il va falloir prendre en compte très sérieusement, parce que vu le développement, c'est la promotion des transports en commun. Voilà, que ce soit du bus urbain ou enfin voilà, tous les transports en commun de façon générale. Et puis ça peut aussi être la non-mobilité. Donc comment on fait pour, notamment dans le cadre professionnel, comment on fait pour organiser ces déplacements ou justement ne pas organiser de déplacements. C'est une introduction vers le télétravail notamment. Donc en gros, c'est un peu toutes ces solutions. Merci beaucoup pour ces éléments de cadrage. Alors on va rentrer dans le concret. Maintenant, voilà, quelles sont les alternatives à la voiture qu'on peut mobiliser au quotidien? Donc on parlait des modes actifs qu'on appelle parfois modes doux. Est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est et quels sont notamment leurs avantages par rapport à la voiture? Alors les modes doux ou les modes actifs, ou on peut dire aussi les mobilités actives, c'est principalement la marche à pied et le vélo, qui peut se décliner sous différentes formes, vélo à assistance électrique, vélo cargo pour transporter des marchandises. Et on a de plus en plus d'autres types de véhicules, comme en effet la trottinette ou... je ne sais même plus comment ça s'appelle, là, les machines qui avancent toutes seules. Mais donc ça nécessite de repenser un peu aussi l'usage des trottoirs et de la voirie. Et donc les avantages de ces modes actifs, c'est déjà sur le plan de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment très peu significatif. Le vélo, c'est proche de 0 g de CO2. La marche à pied aussi. C'est toute votre alimentation, c'est l'énergie que vous dépensez finalement par ces déplacements. Donc voilà, il y a un avantage indéniable sur le plan de la pollution de l'air et des changements climatiques, surtout quand c'est en remplacement d'un déplacement automobile. Et il y a aussi des avantages pour la santé de la personne qui a recours à ce type de déplacement. On observe avec le vélo, par exemple, une baisse de 15 à 40% des risques de cancer, aussi une diminution, c'est un bon outil de lutte contre la sédentarité et l'obésité ou le surpoids qui peut être causé par nos modes de vie actuels. On est aussi moins exposé à la pollution de l'air quand on est à vélo ou à pied que quand on est en automobile, dans sa voiture, confiné, dans les gaz à échappement. Ça, c'est quelque chose qui est souvent surprenant, mais vraiment le fait d'être à côté de la route et non pas au milieu de la route dans sa voiture fait qu'on est 50% moins exposé à la pollution de l'air. Donc voilà, il y a plusieurs avantages santé. Il y a aussi évidemment des avantages économiques. Un vélo, c'est 250 € environ par an avec l'utilisation. Contre tout à l'heure, on avait des chiffres sur la voiture, c'est au-delà de 5 000 € par an. Donc il y a évidemment un avantage économique pour soi, mais aussi pour la ville de plus en plus, parce que les usagers de la bicyclette, ce sont aussi des bons clients pour les commerces de centre-ville, qui aussi rendent la qualité de vie un peu meilleure en centre-ville. Et c'est une filière qui monte, qui est créatrice d'emplois. Donc c'est pour ça que nous, on parle d'emplois dans la transition énergétique. Il y a déjà 35 000 emplois dans la filière du vélo. Et c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter avec l'utilisation croissante du vélo. Je pense que c'est plutôt une réponse convaincante. Quelque chose à rajouter ou on a peut-être Oui, je voulais compléter sur le volet santé et mobilité et sur les enjeux économiques qui tournent pas uniquement santé mais aussi économiques qui tournent autour de ça. Il y a une étude, maintenant il y a un regroupement de plusieurs études qui vont dans le même sens et notamment une étude d'Atout France qui démontre que selon les recommandations de l'OMS, on connaît tous la recommandation de 30 minutes d'activité physique par jour pour un adulte. Le fait de faire, pour faire le lien aussi tout à l'heure par rapport au pourcentage de déplacements qui font moins de 3 km, on peut, sur un cas concret, dire c'est un quart d'heure de vélo pour aller au travail, un quart d'heure pour revenir. Le fait de faire ça, le coût estimé en termes de non-dépenses de santé est de l'ordre de 1 000 € par an
par personne. Donc on voit que c'est un enjeu bien sûr colossal de santé publique en tant que tel, mais aussi un enjeu économique qui peut être réintroduit dans d'autres choses. Merci beaucoup. Alors concernant les transports en commun, donc on sait que voilà, ça fait aussi partie des solutions disponibles. Comment on fait pour trouver en tant que citoyen des informations sur les transports, sur l'offre en fait de transports en commun disponible et pour optimiser ces trajets? Alors il y a effectivement, c'est un des enjeux un des premiers enjeux pour faire changer les comportements, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, d'essayer de passer d'une part individuelle de la voiture, on l'a entendu, qui peut atteindre jusqu'à plus de 80%, d'essayer de réduire, d'optimiser en tout cas ces usages-là. Et il faut d'abord porter à connaissance l'offre existante. Donc il y a différents types de solutions techniques, mais il y en a notamment au niveau des régions. C'est souvent des projets qui sont portés par des régions, des planificateurs d'itinéraires, où sont intégrés tous les transports en commun, voire le covoiturage. Donc c'est un site internet en fait où on peut gérer, un site internet avec parfois une application smartphone qui est dédiée, mais l'idée c'est bien d'avoir un lieu pour aller chercher toute l'offre multimode sur un territoire. Ça peut se faire à l'échelle d'une région, ça peut aussi se faire à des échelles un peu plus fines auprès d'une intercommunalité, mais l'échelle de pertinence c'est quand même aujourd'hui en France la région sur ces questions-là. Un utilisateur de Twitter dont le pseudonyme est Malbien demandait notamment à quand un guichet unique d'information sur la mobilité dans chaque mairie. Alors, effectivement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a d'autres acteurs qui travaillent sur la mobilité. Donc ça peut être par exemple des associations locales. Par exemple, François, tu travailles dans l'agence écomobilité de Chambéry, c'est typiquement un de ces acteurs-là. Est-ce que tu peux expliquer rapidement quelles sont vos missions en fait sur le territoire? Alors, notre vocation principale, c'est justement de sensibiliser aux alternatives de déplacement. Donc, on a donné tout à l'heure la définition des écomobilités, donc c'est de ça dont il s'agit. C'est notre vocation première, donc ça passe par de l'accompagnement, de l'information justement à l'offre existante. On fait des animations, par exemple en entreprise, des points info déplacement où on fait de la veille sur toute l'offre existante et on la met à disposition, on la porte à connaissance des publics avec lesquels on travaille. Donc ça peut être les entreprises, ça peut être les écoles, les publics sociaux, les publics en situation de précarité de mobilité. Donc ça, l'idée, c'est d'accompagner, d'animer, d'informer sur toutes ces questions-là. Et puis j'en profite pour dire qu'on est aussi un petit peu un laboratoire d'idées, même si c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on expérimente des solutions quand on peut le faire. Un petit exemple, on a une campagne de sensibilisation qui s'appelle Vélo de course pour inciter les gens à aller faire leur course à vélo. Donc on prête du matériel gratuitement, ce genre de choses. Et puis je rebondis, alors c'est peut-être un peu déstructuré, mais par rapport à des actions un peu innovantes, notamment sur la santé, sur lesquelles on travaille depuis quelques années, il y a une opération qui s'appelle Bouger sur prescription, qui est en train de vraiment faire tache d'huile. Alors nous en Savoie, effectivement, parce qu'on y travaille déjà depuis plusieurs années. Il y avait il y a des choses existantes aussi dans l'Est de la France. C'est vraiment l'idée justement de valoriser cette thématique, mobilité et santé. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur un éventuel acteur de ce type qui pourrait s'y trouver, sachant qu'il y a aussi les espaces info-énergie qui peuvent aussi vous conseiller sur ces questions et d'autres acteurs qui peuvent travailler par exemple sur le vélo, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors, on parlait donc des transports en commun qui sont essentiellement en zone urbaine et puis entre les villes, mais qu'est-ce qu'on fait quand on habite en banlieue ou en zone rurale? Donc ça, c'est une question donc, de Michel à Pontarlier qui se demande comment, là où la voiture est est souvent indispensable, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, est-ce qu'il y a des alternatives? Alors, il y a évidemment moins de solutions en milieu peu dense parce qu'un système de transport en commun est
fréquenté et donc intéressant aussi d'un point de vue économique pour la collectivité quand il s'adresse à un assez grand nombre de personnes, donc ce qui explique le fait qu'on n'ait pas de métro et de tramway à la campagne. En revanche, il y a quand même des systèmes de bus et d'autocars, donc les cars départementaux notamment, qui existent dans tous les départements de France. Donc souvent, on n'y pense même pas parce qu'évidemment, ils ne sont pas assez fréquents ou ils ne s'arrêtent pas exactement à côté de chez soi. Donc c'est pour ça que nous, on préconise le fait de penser de plus en plus à l'intermodalité, donc le fait de pouvoir recourir à différents modes. Souvent, il peut être plus économique, plus écologique évidemment, mais aussi plus pratique de faire appel à différents modes, donc enchaîner des modes de déplacement, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité, plutôt que de juste recourir à la voiture. Et donc par exemple, quand on se situe en milieu périurbain ou rural, il peut être pertinent pour un grand nombre de personnes de se rendre à la gare TER du coin ou à l'arrêt de car scolaire, si par exemple le car scolaire vous laisse entrer en tant que non scolaire, ce qui est une démarche assez intéressante qu'on trouve dans certaines collectivités. Voilà, ça peut être tout à fait possible et souhaitable d'aller à la gare en vélo ou voire en vélo assistance électrique si vous habitez dans un milieu où il y a plus de relief. Ça peut être aussi possible de se retrouver à la gare en voiture et d'y aller en covoiturage. Donc c'est pour ça que des aires de covoiturage se développent surtout en milieu rural et périurbain. Donc voilà, entre le covoiturage, qui est évidemment une solution plus évidente que les transports en commun urbains pour le milieu rural et périurbain, il y a un potentiel, surtout que on sait que les ménages qui sont situés dans les milieux peu denses ont plus de véhicules par adulte par ménage. Donc voilà, il y a un potentiel de mise en commun qui est intéressant, de même pour l'autopartage, mais il ne faut pas négliger non plus le potentiel des transports plus traditionnels qu'on connaît, en pensant peut-être un peu autrement sur les déplacements. Et ça passe aussi par penser autrement, ça peut aller jusqu'au télétravail. Donc éviter des déplacements qu'on n'aurait pas à faire. Optimiser ces déplacements, c'est vrai que c'est quand même déjà la base. Oui, puis on peut faire beaucoup de petits pas en commençant par n'avoir qu'une voiture pour le foyer, essayer le vélo, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Et peut-être une solution dont j'ai pas parlé, mais qui se développe aussi dans pas mal de campagnes, c'est l'autostop organisé et sécurisé. Il y a des réseaux qui se créent, notamment le réseau Pouce, c'est le réseau des réseaux d'autostop, où en fait il y a une charte graphique commune et un logo qui permettent de se rassembler dans une sorte de communauté d'autostoppeurs ou en tout cas d'automobilistes qui prennent des autostoppeurs, avec le développement aux arrêts de bus et en dehors des réseaux de bus d'arrêt de stop. Donc on a un sentiment beaucoup plus rassurant à faire de l'autostop dans ce cadre. Donc ça peut être aussi une solution pour les ados, pour les personnes qui veulent faire le dernier kilomètre avant de rentrer chez eux à la campagne, etc. Oui, tout à fait. On reparlera un peu plus tard des autres moyens de bien utiliser sa voiture. Concernant, alors il y a une question de Stéphanie de Vitré qui demandait combien coûte une voiture par mois en moyenne. Donc on a bien vu que c'était autour de 500 € par mois. Et elle disait notamment, une connaissance dit qu'elle paye 80 € par mois de carburant, ce qui est moins cher qu'un abonnement TER plus bus. On voit, on a vu tout à l'heure qu'il fallait voir beaucoup plus globalement ce budget-là. Concernant la question suivante, donc c'est Isabelle à Mamers qui demande ce que sont les pédibus et les vélobus et comment on peut les mettre en place. Alors, on est en plein dans les écomobilités, effectivement, dans les solutions alternatives, comme tu viens de le dire. C'est tout simplement organiser un ramassage scolaire, mais sans véhicule, sauf si on parle du vélo. Mais le pédibus, c'est vraiment organiser et sécuriser le cheminement de la maison de l'enfant, de l'élève jusqu'à son école, et du coup d'optimiser aussi, c'est l'occasion d'optimiser le déplacement et le temps pris par les parents pour accompagner les enfants, puisque le principe c'est un roulement. Un parent d'élève gère tous les élèves de son quartier ou de sa rue, et c'est pour ça qu'on parle de bus, puisque c'est un regroupement, finalement c'est une sorte de ramassage scolaire
Voilà, que ce soit donc à pied ou à vélo. Il y a effectivement un élément important, comme je viens de l'évoquer, c'est le cheminement et la sécurisation du cheminement pour les enfants. Et c'est pour ça que pour la mise en place de ce type de dispositif, il y a 3 acteurs principaux qu'il faut arriver à mettre autour de la table. C'est les parents d'élèves, c'est les enseignants et c'est les communes. Pour justement cette question de l'aménagement, que ce soit sur le cheminement, mais ça peut aussi être pour mettre en place un parking vélo, par exemple, sécurisé s'il y a un vélobus d'importance, et pour inciter, encore une fois, on est dans des actions d'incitation, de sensibilisation pour les déplacements des élèves. Merci beaucoup. Alors parlons vélo justement. Le cycliste, donc une question de Jérôme à Paris qui se demandait si le cycliste avait le droit de passer au feu rouge et de rouler en sens inverse dans les sens uniques, donc pour les voitures. Voilà, alors c'est pas tout à fait ça. C'est quoi la règle exactement pour les cyclistes ? Alors, on parle de tourne à droite cycliste ou de céder le passage au feu. C'est peut-être plus explicite parce que c'est bien un céder le passage dans le code de la route. Alors, c'est une nouvelle disposition du code de la route, enfin, qui est assez récente en tout cas. Donc, l'idée, c'est que de pouvoir passer sur la voie de droite. Et donc pour aller sur la voie de droite au feu, c'est la possibilité du cycliste. Lorsqu'il y a un petit panneau quand même, parce qu'il n'y a pas de panneau sur tous les arrêts. En principe, c'est la collectivité qui va définir s'il y a les conditions de lisibilité et de sécurité pour le faire. C'est bien une notion de céder le passage, c'est-à-dire que le cycliste doit céder le passage à tous les autres usagers de la route, des voiries qui sont antagonistes. Voilà, c'est le principe. Donc le passage piéton doit être respecté, mais c'est une vraie disposition qui est intéressante pour la fluidité du cycliste en ville notamment. C'est vrai parce que c'est pour la fluidité essentiellement du cycliste. Il y a aussi la possibilité de tout droit, c'est-à-dire sur un carrefour en T où il n'y aurait pas de voirie sur la droite, il y a aussi cette possibilité-là. Et il y a en cours des expérimentations, même pour des tournes à gauche, dans des cas bien spécifiques. Et pour compléter, parce qu'il y a en effet la multiplication des autorisations à circuler dans le sens inverse dans les routes à sens unique. Et en réalité, la loi a rendu obligatoire ce type de possibilités dans toutes les rues à 30 km/h, parce qu'ils se développent à vitesse grand V en France. Donc on a souvent le droit de prendre des rues à sens unique. Après, il faut toujours rester en effet vigilant. Mais de manière générale, il y a quand même une assez grande méconnaissance des nouvelles dispositions du Code de la route, parce que le Code de la route, on ne le connaît qu'une fois. Et donc ce que demandent les associations d'usagers du vélo, a raison, c'est qu'il y ait un code de la rue qui soit mis en place et qui soit vraiment fondé sur les principes de protection du plus vulnérable sur la voirie, qui est le piéton et ensuite le cycliste, puis l'automobiliste. Et donc ces projets-là nécessitent aussi, quand ils sont mis en œuvre, d'avoir des campagnes de communication nationale et grand public, sans quoi il y a toujours des mécompréhensions dans la rue. Voilà. C'est sans doute une des réponses à la question que se posait Jeanne, qui demandait comment expliquer qu'il y a en France si peu de cyclistes et que les cyclistes souvent ne se sentent pas respectés par rapport aux automobilistes qui peuvent se sentir, où le partage de la route n'est pas optimal, pas forcément dans un sens. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres explications à ce phénomène par exemple, il y ait beaucoup plus de cyclistes aux Pays-Bas par rapport à la France? Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a cette question des règles et du code de la route qui est plus favorable aux cyclistes dans certains autres pays, et surtout il y a plus de contrôle aussi et plus de respect donc des règles. Mais il y a une question qui est vraiment cruciale, c'est celle des aménagements et des infrastructures, et on voit très bien que en France, la plupart des villes sont quand même conçues pour les trajets automobiles. 80% de l'espace public est consacré à l'automobile, ou en tout cas au mode routier, que ce soit par le stationnement en voirie ou par les voies de circulation. Et on a très peu d'aménagements cyclables. Et quand on compare aux Pays-Bas ou en Italie même, où la plupart des villes, pas la plupart, mais un grand nombre de villes italiennes ont des zones à trafic limité, c'est-à-dire
dans leur centre historique, les véhicules autres que ceux des résidents sont interdits de circuler, le trafic est vraiment apaisé et donc les cyclistes peuvent circuler comme les piétons de manière beaucoup plus sécurisante et sont donc incités à le faire. En France, c'est ce qu'on observe aussi. Enfin, quand on a un développement des aménagements cyclables, le trafic cycliste augmente de manière quasi automatique. Enfin, c'est quelque chose qui est démontré par des études qui ont regardé toutes les politiques locales de déplacement qui ont été faites, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., montrent que quand on fait des aménagements directs, sécurisants, rapides pour les cyclistes, l'utilisation augmente. Juste pour compléter, il y a aussi une question de culture. Parce qu'on parle souvent justement de ce point de vue-là des pays nordiques ou des Pays-Bas qui auraient une culture plus importante, une culture cycliste plus importante. Donc il y a effectivement cette question de l'aménagement. Mais il y a aussi effectivement une question quand même de culture sur ce type d'outils-là. Et pour justement en contre-exemple, tu parlais d'Italie. C'est vrai qu'il y a des secteurs, notamment dans le nord de l'Italie, où en fait il y a exactement la même culture et pour le coup il n'y a pas d'aménagement. Tu parlais des zones de trafic limitées, c'est justement le gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'aménagement. Donc ça coûte pour la collectivité vraiment très peu de choses, alors qu'il y a dans la ville de Ferrare par exemple, dans le nord de l'Italie, des parts modales de 35% vélo pour le motif achat par exemple. Donc il y a bien aussi un petit peu cette question de culture et de façon de concevoir l'aménagement. Très bien. Et par exemple, pour le cas de Catherine à Nice, qui dit qu'elle n'a jamais bien appris à faire du vélo et qu'elle a peur de se lancer dans la circulation, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Au niveau individuel, il y a des vélos-écoles qui existent, qui sont généralement mis en place par des associations d'usagers du vélo. Mais ça peut être des agences aussi d'écomobilité, vous en avez sans doute à Chambéry. Mais donc les vélos-écoles sont justement consacrés à l'apprentissage du vélo, notamment pour les adultes, surtout pour les adultes. Et on observe d'ailleurs, je crois, que la plupart des élèves sont des femmes. Donc c'est aussi... en tout cas, ça fait ses preuves pour mettre de nouvelles personnes en selle. Ça répond à un besoin de mobilité, effectivement, sur des cibles un peu spécifiques. Effectivement, il y a une part de femmes importante, mais des publics en situation de précarité. Et ce qui est particulièrement intéressant, parce qu'on leur apprend via une vélo-école ou réapprend à faire du vélo, et il y a une pérennisation derrière de la pratique qui est particulièrement importante. Donc c'est un effet qui est très très intéressant sur ces publics-là. Donc sachant que ça peut être dispensé, on le disait, par des espaces info-énergie aussi, il y a probablement un vélo-école près de chez vous, en particulier dans les grandes agglomérations. Donc une question un petit peu spécifique de Jean-Raphaël qui a nécessité une petite recherche de Lorelai qui demandait peut-on nous présenter le bilan gaz à effet de serre émissions indirectes de particules fines et énergétiques d'un vélo et d'un VAE? Merci pour vos réponses sourcées. Lorelai, as-tu des réponses sourcées à la question de Jean-Raphaël? Alors, il y a une étude qui a été faite sur le vélo à assistance électrique, donc qu'on appelle le VAE, aux Pays-Bas en 2008. Donc, on mettra le lien vers cette étude sur le site internet des Clés de la Rénovation et du Clair. Mais en gros, cette étude montre que l'impact sur l'analyse de cycle de vie, donc vraiment du puits à la roue, on dit pour les véhicules, mais donc c'est en tenant compte de la production du vélo, en tenant compte de l'alimentation de l'usager de ce vélo et des émissions à l'échappement qui n'existent pas vu qu'il n'y a pas de moteur il n'y a pas de moteur à combustion sur un vélo à assistance électrique. Le total, c'est 22 grammes de CO2 par kilomètre. Ce qui est vraiment négligeable par rapport à celui de la voiture qui va au-delà de 200 grammes quand on regarde du puits à la roue. Et ce qui est à peine plus en fait qu'un vélo mécanique sans assistance électrique selon cette étude, parce que justement elle prend en compte l'alimentation supplémentaire qu'il faut à un cycliste par rapport à
un automobiliste pour faire cet effort. Mais au-delà de ça, au niveau des particules fines, je pense que c'est important de se rappeler qu'en effet, c'est des véhicules qui ne polluent pas du tout. C'est zéro émission à l'échappement en ville. Et très 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 peu dans la production. Les batteries des vélos à assistance électrique, on ne peut pas nier que c'est des matières, il y a des matières naturelles qu'il faut exploiter et trouver dans la terre et qui sont limitées. Donc il ne s'agit pas de produire aussi des VAE pour rien, mais il s'agit d'améliorer la recyclabilité des batteries. Mais voilà, ce qui est le plus important de regarder, c'est vraiment d'où viennent les usagers du vélo et du vélo à assistance électrique. Et s'agissant du VAE, c'est principalement des gens qui se déplaçaient en voiture, ce qui représente un total d'émissions évitées de gaz à effet de serre et de particules fines et d'oxyde d'azote important, quand on connaît la contribution des voitures à ce type de pollution. Donc c'est vraiment ce transfert qui est intéressant et qui s'inscrit justement dans une trajectoire véritable de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques qui est vraiment nécessaire pour des raisons climatiques et sanitaires. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc une question de Sébastien qui demande comment faire en sorte que, en tant que citoyen, on peut s'assurer que les projets de pistes cyclables soient mis en place et réalisés. Et existe-t-il des associations dont on peut se rapprocher ? Donc quel est un petit peu l'écosystème cycliste qui peut agir dans ce sens ? Alors il y a tout le réseau FUBICI, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui regroupe un grand nombre d'associations qui travaillent sur ces questions-là. Donc ça, c'est assez facile d'aller voir déjà proche de chez vous quelle est l'association qui fait de la sensibilisation et qui milite pour l'outil du vélo. Il peut y avoir aussi des associations citoyennes ou des associations de sensibilisation au développement durable ou ce genre de choses. Et puis il y a ensuite, c'est une bonne façon d'appréhender ces questions-là et de faire remonter les besoins, c'est aussi de participer aux concertations locales qui sont organisées dans le cadre d'un PDU, d'un PLU, d'un PLUI, d'un PLUD maintenant. Alors qu'est-ce que c'est comme tout ça? Alors, les PLU, c'est les plans locaux d'urbanisme, et il y a maintenant des plans locaux d'urbanisme qui traitent du déplacement, donc c'est les PLUD. Donc il y a des phases de concertation auxquelles vous pouvez participer, qui sont de bons lieux pour s'informer sur les projets qui vont être potentiellement mis en place et de faire remonter les besoins. Et les PDU, c'est les plans de déplacement urbain. Donc ça, c'est pour les secteurs qui ont une certaine densité urbaine, justement, pour la définition et la mise en place, notamment des transports en commun. Voilà. Et peut-être pour compléter, parce que c'est en effet, il y a de plus en plus de cyclistes qui s'impliquent dans ces processus de concertation et c'est vraiment intéressant pour faire entendre sa voix. Il y a aussi la loi LOR, donc c'est la loi sur l'air qui date de 1996, qui impose aux collectivités d'installer des pistes cyclables quand elles refont des routes. Et c'est une disposition législative une obligation législative qui est très peu respectée et qui incite beaucoup d'associations de cyclistes locales à faire des recours contre leur ville et qui parfois gagnent. Donc ça se traduit mais qui en général gagne, mais après il faut que la ville aille plus loin que de payer l'amende, mais vraiment installe les pistes cyclables. Mais ça peut être le levier juridique est aussi intéressant pour les associations de cyclistes au niveau local. Et c'est vrai qu'il y a des phases de concertation qui sont très intéressantes avec certaines agglomérations notamment, qui justement se rapprochent de ces associations-là, mettent en avant les points noirs. Et en fait, c'est les agglomérations qui sont, on va dire, assez malines, vont solliciter ces structures-là, ces associations qui fonctionnent avec des bénévoles et qui du coup peuvent aller sur le terrain repérer les dysfonctionnements des aménagements ou les manques, qui du coup font une remontée de terrain auprès des agglomérations et qui essayent de traiter justement et de prioriser tous les aménagements à améliorer ou à faire. Donc, il y a aussi ces phases-là qui sont intéressantes. Justement, les associations de cyclistes et certains aménageurs parlent de plus en plus de zones de rencontre en ville. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et est-ce que c'est une bonne solution pour apaiser les déplacements et mieux partager la route?
Alors, les zones de rencontre, c'est l'un des types de zones à circulation apaisée. Donc apaisée parce que la vitesse est réduite par rapport à la normale. Elle est dans les zones de rencontre à 20 km/h. Donc ce qui veut dire qu'il y a toujours des véhicules qui sont en circulation, mais ils doivent déjà ne pas dépasser cette limite et ils ne sont pas prioritaires. Ce sont les piétons puis les cyclistes qui sont prioritaires sur les voitures. Et donc parfois ça se concrétise même par des trottoirs lissés. Enfin bon, tout le monde est au même niveau. L'idée c'est vraiment de ralentir, de rouler au pas. Et tout à l'heure on se demandait comment mettre des gens, de nouvelles personnes en selle. Comment les défaire de ce sentiment d'insécurité. La vitesse, c'est vraiment un facteur clé. La vitesse du trafic routier, c'est vraiment un facteur clé pour encourager les modes doux, se sentir en sécurité à pied, etc. Il y a une règle en fait, une règle, en tout cas effectivement en termes de sécurité et d'accidentologie. Vis-à-vis entre cyclistes et automobilistes par exemple, c'est qu'effectivement plus le delta de vitesse est important entre un automobiliste et un cycliste, plus les voiries sont accidentogènes. Donc l'idée de ces zones-là, c'est effectivement d'apaiser aussi dans ce sens-là, que ce soit psychologique aussi, parce que 20 km/h, c'est pas, pour un véhicule motorisé, c'est vraiment assez lent. Et un cycliste peut tout à fait aller exactement à la même vitesse, donc on n'a plus ce delta-là, même pour le coup. Et c'est aussi c'est de cette façon-là qu'on apaise la circulation aussi. Oui, on comprend pourquoi il y a le temps de réaction aussi, l'inertie du véhicule qui joue en faveur de ça. Et peut-être juste pour ajouter, parce que il y a une nouvelle disposition qui date de la loi de transition énergétique, les maires ont la possibilité de passer toute la ville à 30 km/h. Donc inverser la règle et l'exception, que le 50 km/h devienne l'exception sur certains grands axes, notamment les axes pénétrants et traversants. Mais le 30 km/h peut devenir la règle et c'est ce qui permet d'apaiser vraiment la vitesse et donc la circulation dans toute la ville. C'est ce que fait par exemple la métropole de Grenoble. Donc c'est ce type de démarche plus globale que juste une piste cyclable dans tel quartier qui permet aussi de changer les mentalités, d'avoir une attention, une vigilance plus importante vis-à-vis des autres usagers de la route et de la rue. Donc, autre manifestation auquel vous pouvez participer, c'est le challenge mobilité. Donc Marianne à Montreuil demandait ce que c'était. Alors je crois qu'il y en a une déclinaison dans ta région. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe ? Tout à fait. Alors du coup, challenge mobilité, c'est la baseline, c'est au travail j'y vais autrement. Donc l'idée c'est à destination des entreprises et notamment des salariés de mobiliser les entreprises sur une journée pour proposer à ces salariés de l'information, de la communication, de la promotion de l'offre existante autre que venir en voiture seul dans sa voiture. Donc ça commence par faire la promotion du covoiturage, enfin bref, de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure sur toute l'offre globalement, sur un temps un petit peu ludique. Donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas depuis... que je dise pas de bêtises, 5 ou 6 éditions. Et il y a l'équivalent dans toutes les régions de France, en gros. Et c'est un temps, effectivement, de sensibilisation qui est intéressant parce qu'il y a un potentiel sur le trajet domicile-travail, on l'a vu aussi en début d'émission, qui est particulièrement important. C'est le trajet structurant de la journée. Donc d'arriver à modifier un peu les habitudes dans le cadre de ces trajets-là, c'est un levier qui est vraiment très important. Et donc ça dure ? Ça dure une seule journée. C'est une seule journée. Alors en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est début juin, par exemple. Et l'idée, c'est d'avoir un moment ludique et d'information et de sensibilisation là-dessus. D'ailleurs, il y a des possibilités pour que ce type de démarche s'élargisse sur d'autres publics. Nous, à l'agence Écommuté, on mène un challenge en fait auprès des écoles. Donc là, c'est local sur l'agglomération de Chambéry. Donc c'est un petit peu la même démarche, mais auprès des enfants.
Très bien. Donc on voit qu'il y a beaucoup de... Enfin voilà, qu'entre le vélo, les transports en commun, il y a beaucoup de possibilités pour essayer de, en tout cas, diminuer son usage de la voiture et que les villes aussi peuvent transformer leurs aménagements pour favoriser d'autres modes de déplacement et de transport. Mais il y a des fois où on a besoin d'une voiture et on a besoin d'effectuer des trajets en voiture. Dans ces cas-là, comment on peut mieux l'utiliser ? Comment on peut optimiser son usage? Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure de stop. Ça veut dire, en gros, partager sa voiture. Mais il y a d'autres moyens de partager sa voiture. Voilà, si on fait une petite synthèse rapidement sur... on parle d'usage partagé de la voiture ou de voiture partagée dans notre jargon. L'idée, c'est de dire que la voiture est finalement potentiellement un outil de transport collectif, micro-collectif, d'accord, mais il y a Lorelei l'a mis en avant tout à l'heure, il y a des potentiels sur les usages qui sont vraiment énormes, à peine plus d'un passager dans les voitures sur le trajet domicile-travail notamment. Donc il existe différentes formes. Le covoiturage, je pense que tout le monde connaît, avec les acteurs privés, pour ne pas les citer, que sont Blablacar par exemple, qui concerne plutôt de la longue distance, même si il y a des évolutions en cours. Mais en gros, c'est partager un trajet. Si on parle d'autopartage, là on parle de partager un véhicule. Donc soit par l'intermédiaire d'un acteur privé, il y a localement chez nous, il y a Cities, qui est maintenant un réseau national malgré tout. Et l'idée c'est d'avoir accès à ce véhicule en prenant un abonnement et avec un usage vraiment très simple, une carte pour ouvrir le véhicule, enfin voilà, quelque chose de vraiment très efficace. Par contre, ça concerne effectivement un nombre de kilomètres parcourus par an qui est plutôt faible, donc plutôt une utilisation occasionnelle sur de la moyenne ou de la courte distance en gros. Et puis il y a ensuite des possibilités d'autopartage entre particuliers. On va dire les outils et le marché, et les acteurs privés qui s'emparent de cette question-là sont en cours de structuration. Il y a eu beaucoup d'initiatives et puis il y a un écrémage en cours. Mais il y a un potentiel, notamment sur les zones rurales, qui peut être très important. Et puis ensuite, il y a, on parlait du stop, de l'autostop organisé. L'idée, c'est encore une fois d'utiliser la voiture comme un transport micro-collectif. Et par contre, contrairement au covoiturage, et la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de mise en relation préalable. On est sur des distances cibles qui sont très différentes, de la courte ou voire très courte distance. On parle aussi de covoiturage par exemple. Et l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui est beaucoup plus spontané. Il y a, comme le décrivait tout à l'heure Lorelei, un aménagement sur le bord de la route pour donner de la visibilité, pour amener de la sécurité aussi, pour que le véhicule conducteur puisse s'arrêter en toute sécurité et pas rester au milieu de la route. Voilà, tout un code de l'autostop finalement. Je reprends la démarche de Réseau Pouce que citait tout à l'heure aussi Lorelei, qui est aujourd'hui le réseau qui structure aujourd'hui cette pratique-là. Donc ce code de l'autostop, c'est tout bête, mais c'est avoir un panneau pour donner de la visibilité et de la lisibilité. Et puis, plutôt que de juste tendre son bras et le pouce, d'indiquer sa direction. Donc on remet au goût du jour la bonne vieille pratique de l'autostop, mais il n'empêche qu'en termes de fiabilisation, les chiffres sont très très parlants. Entre juste mettre son pouce et puis mettre sa destination, il y a une fiabilisation qui est très très importante. Et comment on fait en tant que citoyen pour intégrer ces pratiques de la voiture partagée à ces trajets quotidiens? Par exemple, Philippe à Marne-la-Vallée demande pourquoi il n'y a pas systématiquement des aires de covoiturage aux arrêts de bus. Donc comment on fait pour travailler sur cette complémentarité entre ces usages de la voiture et les autres modes de transport? C'est vrai que c'est une démarche individuelle dans le sens où il faut aller voir les moteurs de recherche de covoitureurs, trouver un passager. Et les services privés dont on parlait juste avant. Tous ces services. Mais après, il y a un rôle, une responsabilité de la collectivité pour vraiment déjà rendre visible
le covoiturage et le rendre concrètement faisable. C'est-à-dire ces aires, aujourd'hui il y a trop peu d'aires de covoiturage pour se retrouver et garer son véhicule ou arriver autrement qu'en véhicule. Nous, on préconise la mise en place, le développement d'aires de covoiturage à proximité des stations de transport en commun notamment et des gares TER, mais aussi de penser l'intermodalité vélo-covoiturage et donc d'avoir des parkings sécurisants, voire des box à vélo. Ça existe par exemple en Ille-et-Vilaine. Ils ont développé sur les aires de covoiturage des box pour pouvoir mettre son vélo la journée et ne pas se le faire voler. Donc partir en toute confiance, pouvoir enchaîner ces deux modes. C'est toute la question de la structuration de l'offre mobilité sur les territoires. Aujourd'hui, il y a des compétences, on ne va pas rentrer dans le technique, mais il y a des compétences mobilité, sur la mobilité qui ont changé. Aujourd'hui, c'est plutôt l'échelle régionale qui est chef de file sur ces questions-là. On le sait, il y a eu des fusions de régions tout récemment, donc les compétences ne sont pas encore tout à fait en place. Mais à l'avenir, ça va être l'acteur clé pour justement mettre en place l'intermodalité et de façon très concrète. Donc concrètement, ça veut dire que si on souhaite savoir comment se déplacer d'un point à un autre dans une région, il faut aller sur le site de la région et voir s'il y a un outil d'itinéraire, quelles sont les informations sur les équipements et l'offre de mobilité. Tout à fait, ça va être le lieu où il y aura le plus d'informations mobilité sur un territoire. Il y a même des régions qui font en fait des mêmes billets pour des transports sur toute la région. C'est l'étape suivante. On le voit en Suisse, où là, en termes de billettique, effectivement, on peut inciter encore plus et fluidifier le dispositif. Après, je voulais peut-être revenir parce qu'on était dans le cas de figure où on n'a pas le choix d'utiliser sa voiture. Il faut savoir que un véhicule peut quand même émettre des gaz à effet de serre du simple au double et qu'un 4x4, évidemment, pollue beaucoup plus qu'une petite voiture. Donc, il faut aussi penser en termes de besoins. Quel type de véhicule j'ai besoin, de quel type de véhicule, j'ai besoin. Et donc, il y a les étiquettes énergie qui ont des biais. On sait très bien que la consommation de carburant est bien plus importante dans la réalité que sur l'étiquette du véhicule. Mais il y a quand même cet ordre de grandeur-là. Et ensuite, il y a tout ce qui relève de l'éco-conduite qui peut énormément changer la donne. Quand même de 7 à 10%, la consommation de carburant peut varier selon que vous conduisez plus ou moins fluidement et avec des pneus bien gonflés, sans la climatisation, etc. Donc il y a là des petits changements qui peuvent participer à la réduction de la consommation d'énergie fossile. Voilà. Et alors, quand on n'a pas le choix de prendre sa voiture, en particulier en ville, on peut par exemple entendre parler de l'histoire des berges de Seine à Paris, donc, qui ont été fermées aux voitures. Donc, qu'advient-il des véhicules dans ces cas-là? Est-ce qu'on ne prend pas le risque en fait, de créer plus de bouchons en faisant ce genre de réforme au niveau local? En réalité, si les villes interdisent ou font payer progressivement l'entrée des voitures en centre-ville, c'est justement pour régler des problèmes de congestion. Parce que plus il y a de voiries, plus il y a de véhicules qui circulent. C'est ce qu'on appelle la mobilité induite. Quand on crée des nouvelles voies de circulation, on crée de la mobilité, on crée de la demande en mobilité. C'est-à-dire que des déplacements qui n'étaient pas faits se créent. Et inversement, quand on enlève des voies de circulation routières ou quand on les transforme par exemple en pistes cyclables ou en voies de bus ou voies de tramway, on a un phénomène d'évaporation du trafic automobile qui est celui qu'on recherche en fait avec justement l'évolution de l'aménagement urbain, c'est de faire disparaître une partie du trafic automobile parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas... on ne sauvera pas le climat en remplaçant tous les véhicules essence et diesel par des véhicules électriques. Il faut une part de changement de comportement, de supprimer les déplacements inutiles. Et donc, il faut forcer ce phénomène d'évaporation. Et par exemple, sur le cas qui a fait beaucoup parler de lui, les berges à Paris, qui ont été fermées sur la rive droite de la Seine, on observe déjà une réduction du trafic sur les berges et un report qui n'est pas un report de trafic qui existe que sur les voies voisines, mais qui n'est pas aussi fort que le trafic initial. Il y a une partie des voitures qui disparaissent. Et c'est vrai aussi pour le stationnement, je crois que c'est un levier assez important pour modifier le trafic automobile. Effectivement, le lien est direct. La politique de stationnement est
l'un des leviers majeurs, en fait, notamment en ville, hein, dans les centres, dans les parties où il y a de la densité urbaine. Pour vous donner un petit exemple, les Hauts-Savoyards qui vont travailler à Genève, donc là on est dans un contexte transfrontalier, mais l'anecdote est quand même intéressante, covoiture pour près de 20%. Les Hauts-Savoyards qui vont travailler en Haute-Savoie ou ailleurs en Savoie, covoiture pour 3-4%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la politique de stationnement sur Genève est très très restrictive. Et c'est très cher de stationner, c'est compliqué de toute façon parce qu'il n'y a pas énormément de place. Et si jamais on s'amuse à pas jouer le jeu du paiement, on le fait qu'une fois en principe. Et Lorelai, tu parlais de voitures électriques tout à l'heure en disant que ce n'est pas en remplaçant tout le parc actuel de véhicules par des véhicules électriques que ça va fonctionner. Alors, finalement, Alexandre de Villeurbanne demande est-ce que la voiture électrique est propre ? Alors c'est vrai qu'on entend souvent parler de véhicules à zéro émission, ou voitures propres, en parlant de la voiture électrique. Nous, on tient à rappeler qu'il n'y a pas de voiture propre parce qu'en soi, la production d'une voiture, c'est déjà très énergivore, très, très gourmand en énergie et émetteur de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques aussi. Donc si ces émissions ne sont pas causées en ville, là où on utilise la voiture, elles l'ont été en amont, soit dans le cadre de la production de la voiture et de sa batterie, qui est aussi très dense en matière, en ressources naturelles, et elles sont aussi émises au moment de la production de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers l'électricité renouvelable pour diminuer les impacts de la voiture électrique. Donc il y a notamment, c'est sûr qu'il y a l'utilisation d'une voiture électrique qui est moins polluante qu'un véhicule thermique, mais sa production est plus impactante que celle d'un véhicule essence et diesel, notamment à cause de la batterie. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus, sur la batterie, et avancer sur le recyclage des batteries, pareil, mais on sait qu'il y a des matières qui ne sont pas recyclables, donc il faudra évoluer aussi vers d'autres usages de seconde vie de la batterie, mais tout ça c'est une transition qui ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est pour ça qu'il est aussi important de passer à d'autres modes de transport. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour changer de véhicule ? Est-ce que finalement, pour ceux qui ont besoin d'une voiture, on peut changer pour un véhicule électrique ? Comment ça se traduit, par exemple, pour l'accès aux bornes de recharge, etc. Est-ce que ça coûte plus cher d'acheter un véhicule électrique ? Alors, déjà, il n'y a pas seulement le véhicule électrique qui peut représenter une solution. Il y a aussi des véhicules qui, par exemple, roulent au biogaz. Donc, il y en a très peu en France, mais il y en a beaucoup plus en Italie. Donc, le biogaz, c'est aussi une énergie renouvelable qui peut être produite à partir de biodéchets, par exemple. On a des réseaux de bus aujourd'hui qui fonctionnent au biogaz, comme à Lille. Mais donc, oui, pour passer à un autre type de véhicule, il y a des aides financières qui sont mises en place. Au niveau national, c'est les bonus. Qui sont augmentés en plus quand vous laissez tomber, quand vous vous débarrassez d'un vieux véhicule diesel et que vous le remplacez par un véhicule électrique. Donc ça a quand même l'avantage de faire baisser drastiquement le prix du véhicule électrique qui, en réalité, en effet, à l'achat est plus élevé que celui d'un véhicule essence ou diesel. En général, après il y a toujours des variations si vous achetez une berline, bref. Mais le prix à l'achat est plus important. Ensuite, il y a certainement un gain quand même sur le carburant, surtout que les énergies fossiles ont vocation à augmenter le prix des énergies fossiles, surtout avec la taxe carbone. Donc ça devient économiquement de plus en plus intéressant. Après, il y a évidemment d'autres enjeux. Avoir accès à des bornes de recharge, c'est la même chose pour le biogaz et l'électrique. Avoir accès à des prises, mais pareil, il y a des aides qui existent pour encourager cette transition. Alors, on parle d'aides financières. Quelles sont aujourd'hui les aides financières à la mobilité, finalement, pour changer nos pratiques ? Qu'est-ce qui existe, par exemple, sur le vélo ? Alors, sur le vélo, l'actualité, on va dire, c'est le vélo électrique. Donc, le bonus de l'État qui peut atteindre 200 € dans la limite de 20% du coût de l'acquisition d'un vélo neuf. C'est bien un vélo neuf dont il s'agit. Sans batterie au plomb, sans possibilité de cumul avec une aide de même type qui serait locale, portée par des collectivités notamment. Et techniquement, pour bénéficier de l'aide, il faut un justificatif de domicile et d'identité. Il faut bien sûr la facture du vélo acheté.
et remplir le formulaire sur la plateforme téléservice du ministère de la Transition énergétique. Donc, je pense qu'on le mettra formulaire sera indiqué, indiqué à la suite de l'émission. Et que c'est valable jusqu'au 31 janvier 2018, en espérant que ce soit pérennisé ou en tout cas prolongé. Oui, donc il y a ce bonus de 200 € à comparer au bonus qui peut monter à 10 000 € pour les voitures neuves électriques. Mais il y a aussi une prime à la conversion qui existe, qui a été créée pour les ménages non imposables. Et c'est là que nous, on a identifié un vrai besoin, notamment quand on a des mesures justement d'interdiction des vieux diesels en ville. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule pour prendre un véhicule moins polluant et plus récent et qu'il faut aider. Donc nous, on pense que c'est important de cibler les aides existantes vers les ménages selon leurs conditions de ressources. Donc il y a ces primes-là qui vont d'ailleurs être rebaptisées primes à la transition. Donc à suivre, le nouveau gouvernement a annoncé une nouvelle prime pour le changement de véhicule qui serait une prime à la transition, mais dont les contours sont encore pas détaillés. Ensuite, il y a d'autres types d'incitations financières qui existent ou d'aides financières, mais qui sont sur les déplacements et pas sur l'achat des véhicules. C'est le système de remboursement des frais réels automobiles pour les déplacements domicile-travail pour les automobilistes, qui représente quand même une dépense importante pour l'État chaque année. Mais il y a aussi le remboursement à 50% des transports en commun qui est obligatoire dans le cadre du périmètre des transports urbains. Il y a encore plein de salariés qui ne connaissent pas leur droit à se faire rembourser 50% de leur abonnement en transport en commun. Et enfin, depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a l'indemnité kilométrique vélo, qui est malheureusement facultative et non pas obligatoire, mais qui peut être demandée donc à son employeur, se faire rembourser comme en voiture par kilomètre, 25 centimes pour ses déplacements domicile-travail. Merci beaucoup. Alors peut-être pour conclure, un petit point sur les vacances et les longs trajets, parce qu'on est beaucoup d'entre nous sont concernés en ce moment. Il y a beaucoup de moyens de se rendre très loin de chez soi, l'avion, le train, la voiture. Qu'est-ce qui pollue le plus entre tout ça ? Alors c'est l'avion, indéniablement. Et il faut savoir que d'ailleurs, prendre l'avion, c'est certainement le comportement ou le geste que vous avez qui est le plus impactant sur le climat, avec manger de la viande et se déplacer tous les jours en voiture. Mais l'avion, c'est vraiment plus important que la voiture, que le train, évidemment. Donc ça va d'une échelle de 15 à 40 fois plus polluant que le train, l'avion. C'est au moins 50% plus polluant que la voiture. Donc voilà, donc il faut préférer le train. Malheureusement, c'est plus cher généralement, mais souvent aussi à cause de cadeaux fiscaux qui sont faits au transport aérien. Après, on peut aussi penser qu'au voiturage. Il y a le tourisme à vélo qui se développe aussi à grande vitesse. Et d'ailleurs, il y a l'autocar qui, comme le train tend parfois à reculer un petit peu, à être supprimé à certains endroits. Dans ce cas-là, c'est l'offre d'autocar qui se développe. Du coup, c'est une offre qui est adaptée aux zones touristiques, j'imagine. Alors, on peut effectivement, je peux parler un peu de l'exemple de la Savoie qui est assez particulière. Étant donné que l'activité touristique est importante, notamment hivernale, mais pas uniquement, où justement l'offre de cars interurbains est particulièrement calée sur ces publics-là. Alors, il y a des différences d'efficacité, notamment liées à la tarification. Mais voilà, il y a des choses qui existent et il y a que ce soit des acteurs, des collectivités au niveau régional du coup qui portent ça, mais aussi des acteurs locaux pour le bon fonctionnement de l'activité économique tout simplement. Donc mais il n'y a pas que des exemples en Savoie, tous les secteurs touristiques mettent en place des navettes. Après se pose la question de la lisibilité de l'offre et c'est là où en termes d'intermodalité, comme je disais tout à l'heure, la région étant désormais chef de file, il y a peut-être en tout cas, il y a du potentiel, c'est sûr, d'amélioration et on espère que ça ira dans ce sens-là, dans le sens de la meilleure lisibilité. Ça vaut le coup de se renseigner sur la région de destination quand on voyage. Et donc Agnès à La Rochelle témoigne justement qu'elle aimerait partir plus souvent en vacances en train, mais qu'en famille c'est souvent très cher et qu'il est difficile d'accéder à des meilleurs tarifs. Alors comment on peut inciter à prendre les trains et comment on fait quand
voilà, quand les tarifs sont prohibitifs, est-ce qu'il existe des solutions ou en tout cas des endroits où aller chercher sur ce point ? C'est vrai que des fois, il y a des... Enfin, c'est pas facile de trouver toutes les informations et il y a notamment les trains classiques type Intercité qui sont généralement moins chers que le TGV. Il y en a certains qui sont maintenus même quand des TGV existent. Enfin, je pense par exemple à Strasbourg, Nantes, il y a des Intercités moins chers le week-end parce qu'ils sont un peu plus longs. Ensuite, c'est clair qu'aujourd'hui, voilà, l'offre, notamment en termes de tarification, n'est pas satisfaisante, surtout pour les familles. Chez nos voisins européens, il y a des tarifications familiales qui sont mises en place et qui permettent de voyager moins cher. Donc l'évolution de l'offre ferroviaire n'est pas tout à fait adaptée à la transition écologique ces derniers temps. Enfin, on a notamment vu la suppression des trains de nuit en France et en Europe, alors que c'est justement une alternative vraiment pratique pour concurrencer l'avion et faire des longues distances. Donc voilà, il s'agit aussi de défendre les trains et les transports en commun qu'on connaît. Merci beaucoup. Donc, on peut conclure cette émission en partageant le témoignage de Laurence à Bruxelles qui encourage vraiment à voyager en groupe vélo, où elle dit avoir découvert une nouvelle manière de voyager. Donc je pense aussi que les vacances à vélo, avec tout un réseau de véloroutes et voies vertes touristiques, peuvent être rappelées et mises en valeur dans cette émission. Si vous voulez donc compléter et creuser ces sujets, vous avez cette plaquette de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, optimiser ses déplacements. Donc une petite vingtaine de pages où vous avez en résumé donc beaucoup de choses qui ont été dites ici et que vous trouverez dans vos espaces Info Énergie, qui dispense par ailleurs des conseils gratuits, neutres et indépendants pour faire des économies d'énergie. Et vous pouvez aussi vous renseigner donc, au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr pour les autres sujets abordés par les espaces Info Énergie. Je vous encourage aussi à consulter, donc, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le vélo, cet ouvrage de Frédéric Héran qui retrace l'histoire de la bicyclette et qui explique notamment comment on peut redonner une place au vélo et pourquoi c'est important de le faire. Pour ceux qui souhaiteraient s'équiper en vélo à assistance électrique, le dernier numéro de Que choisir fait un comparatif des modèles. Et enfin, je signale aussi que donc, le réseau Action Climat a également abordé ces sujets de manière assez ludique et intéressante. Peut-être tu veux en parler, Lorelai ? Alors on a derrière nous l'affiche de la bande dessinée Planet Man que vous pouvez retrouver en ligne et qui est notamment... on a notamment un épisode sur les déplacements, c'est réseauactionclimat.org/Planetman, donc Planetman, notre héros du climat. et bien sûr, toutes les informations sont fiables et sourcées. Donc cette émission se termine et je remercie Lorelai et François pour vos réponses et vos explications très claires. La prochaine émission des Clés de la Rénovation aura lieu le mercredi 12 septembre et portera sur le système de chauffage, la question étant comment le faire évoluer. Et vous pouvez dès maintenant nous transmettre vos questions. Et vous pouvez également retrouver toutes les vidéos et les épisodes précédents des Clés de la Rénovation sur www.clesrenov.org. Merci donc à nos invités et à nos partenaires, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que le magazine La Maison écologique et Actu Environnement. À bientôt.